Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast afin de conclure ensemble la trilogie Balles perdues qui a été débutée il y a 5 ans je crois, si je me trompe pas, et qui voit donc ici le troisième volet, et normalement le dernier, toujours réalisé par Guillaume Pierret. Balles perdues 3, évidemment encore sorti sur Netflix il y a quelques jours à peine. J'avais parlé du 2, pas du premier, mais là j'avais envie quand même de le mettre en avant parce que, évidemment, je l'ai vu, et si j'en parle, c'est que j'ai des choses à dire dessus. Guillaume Pierret à la réalisation, disais-je, et à la coécriture avec Alban Lenoir, qui est également l'acteur principal, évidemment, ici. Vous le connaissez, Alban Lenoir, un cascadeur, mais aussi donc comédien. Un petit peu comme son comparse Quentin Dénaud, ex-athlète et qui travaille dans le cinéma depuis une dizaine d'années, et qui, je pense, a coordonné ici pas mal de scènes très spectaculaires, notamment au corps à corps, puisqu'il apparaît comme le commandant Yuri, qui était déjà là dans le 2, je crois. Je ne sais pas s'il était là dans le 1, en tout cas, il a survécu, il réapparaît. Bon, peu importe si je spoil le premier ou le deuxième, je vais rester vague, mais si vous voyez le 3, je pense que vous avez vu les deux d'avant. Aux côtés d'Alban Lenoir, dans le rôle principal, de retour, Nicolas Duvauchel, le grand ennemi Areski, on y reviendra. Stéphie Selma aussi, qui est un petit peu la caution calme, on va dire, de toute cette troupe qui est adrénalisée à fond. Et pour le rôle de l'antagoniste principal, apparaît Gérard Lanvin, enfin le big boss final qui est là. Et bon, ils n'ont pas pris n'importe qui pour caractériser, on va dire, ce méchant, un petit peu cliché sur le papier, mais avec Gérard Lanvin, ça passe très bien. Pour plein de raisons. Évidemment, on a aussi de retour Pascal Arbillot, l'Espagnol Diego Martin, qui était dans le précédent, Anne Serra, mais aussi des fantômes du passé, puisqu'on reconvoque les personnages de Ramzy Média ou Sébastien Lalanne. Alors je ne dis pas comment pour l'instant, mais c'est assez subtil et intéressant. Enfin, subtil, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bien amené et c'est bien mis en scène, je trouve, ces moments-là. Bref. Et donc, l'histoire suit toujours ce mécanicien hors pair, Lino, qui s'était engagé donc dans une brigade anti-go-fast, sauf que celle-ci, je simplifie vraiment, au niveau de l'intrigue, était en concurrence avec la brigade des stupes ou autre, enfin, évidemment, quelqu'un de très corrompu, un certain Rice, qui avait laissé ses subalternes agir, pour faire simple, afin d'infiltrer le truc, et ça a mené à la mort de certaines personnes, évidemment, notamment le personnage joué par Ramzy Média, qui était un petit peu l'exemple, voire du coup le mentor de Lino, joué par Alban Lenoir. Et ce dernier a promis vengeance, notamment contre quelqu'un de corrompu, parce qu'il y a beaucoup de corruption, celui qui s'était infiltré, joué par Nicolas Duvauchel, qui donc est parti. Voilà, il a été protégé, etc. et se retrouve en Allemagne. C'est ainsi que le film s'ouvre d'ailleurs. Areski est sous une autre identité. Joris, il se fait passer, alors je ne sais pas pour un Allemand, mais quelqu'un qui est allé travailler là-bas avec une femme, etc. Bon, et très vite, son passé va se ramener à lui, parce que Rice, depuis la France, de faire un ménage absolu, lui qui a des grandes ambitions. Il veut aller à la tête de la vraie brigade des stupes, tout ça. Alors évidemment, les ambitions, on les retrouvera ailleurs, notamment avec le protagoniste de Pascal Arbillot. Bref, tout ceci fait que de fil en aiguille, Areski va revenir en France, va peut-être affronter Lino, mais aussi les démons du passé et tenter une forme de rédemption ou pas, on ne sait pas. Et les deux pourraient avoir le même ennemi en commun, ou pas, à moins qu'on finisse en forme de truelle, façon western, évidemment, cher à Sergio Leone. Il y a de ça un moment sur une scène en particulier. Et évidemment, il s'agit d'un film d'action, avec beaucoup de cascades, de combats corps à corps, oui, de bastos dans ta gueule, et de poursuites diverses et variées. Là-dessus, ça fait le café, et j'ai envie de dire que c'est encore plus over the top que le précédent. Mais c'est logique, dans la construction d'une telle trilogie, chaque film doit apporter quelque chose en plus. Après, le risque, c'est évidemment d'en faire trop et de perdre un petit peu le spectateur ou juste de l'enfermer dans une ribambelle d'actionneurs et autres spectacles et au dépend donc soit de la mise en scène, soit de l'intrigue. Et la mise en scène de l'intrigue, enfin, vous connaissez le cinéma, quoi, tout simplement. Sauf que, comme pour le 2, je trouve que Guillaume Pierret réussit un véritable exploit de tenir sa barque. C'est vrai que le premier film, par exemple, j'avais apprécié, mais
j'avais trouvé quelques réserves, il fallait rentrer dans l'univers, etc. Je pense que dès le 2, il s'est un petit peu émancipé de certaines choses tout en gardant ses références. Et dans le 3, il s'assume totalement, c'est jusqu'au boutiste. Alors évidemment, il y a toujours quelques clins d'œil. On va penser à Terminator 2, hein, sur une scène en particulier notamment. Et c'est pas pour me déplaire, parce que je considère Terminator 2 comme l'un des meilleurs films d'action de l'histoire. Enfin, action entre autres, hein, bien sûr. Donc là, pour le coup, on se retrouve avec quelque chose qui est en plus bien intégré, c'est pas putassier non plus, ça colle dans une scène de poursuite assez remarquable. Et les enjeux sont déjà posés. Alors, si vous n'avez pas vu les films d'avant, j'ai envie de dire, c'est pas dramatique, car il y a une sorte de réexplication sans en faire trop. Par exemple, on n'est pas dans une introduction, tiens, voilà ce qui s'est passé avant et tout, avec une voix off. Non, il y a par exemple une scène très intelligente où donc le personnage de Lino, qui est ramené en France, il est laissé en vie, mais bon, il n'est pas en grande forme mentale et morale, et pour cause, va retomber sur des trucs du passé, et notamment un enregistrement dans lequel nous plongeons avec lui, et à travers le son qui sort donc de cette clé, voilà, enfin, ce magnétophone, un truc comme ça, hein, bref, eh bien on va voir la scène et ce qui en a découlé, avec des trucs du film d'avant, hein, ou des films d'avant, notamment le retour à l'origine de la balle perdue, la fameuse, hein, qui s'est nichée dans ce tableau de bord, celle qui a tué Charas, et qui a, on va dire, refermé le cercle vicieux autour de Lino. Et depuis, bah, il est dans cette vendetta un peu personnelle aussi, quête de justice et autres, mais c'est compliqué quand il y a la corruption partout. Bon, vous connaissez, hein, c'est un cinéma très à l'américaine sur le papier, y compris dans l'écriture. Et donc on est remis là, c'est-à-dire que le spectateur lambda qui ignorait qu'il y avait un 1 et un 2, ou qui avait la flemme de se faire le premier et le 2, mais qui quand même voulait découvrir le 3 comme ça, eh bien ne va pas être perdu. C'est assez lisible, et en soi, bravo, parce que c'est pas évident comme ça de capter à la fois l'attention des nouveaux qui tombent, donc ici que sur ce bal perdu 3, tout en ne lassant pas forcément les spectateurs assidus qui avaient beaucoup aimé, ou du moins suivi le premier et le 2. Et derrière, mais alors, tout découle naturellement des choses. C'est-à-dire que certes, c'est du déjà vu de A à Z. Attention, c'est normal, enfin bon, tout a été fait, hein, dans le terme actionneur. Mais Guillaume Perret réussit à nous délocaliser quelque chose. Alors bon, d'abord il y a l'Allemagne, ok, il y a la frontière espagnole, ça reprend le 2, tout ça. Mais on est dans la région de Montpellier, et on va se servir notamment de la ville. Et alors moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné là, parce que j'y ai passé quelques années d'études là-bas. Je connais bien cette ville très universitaire, mais pas que, et qui est magnifique d'ailleurs. Et ici, Guillaume Perret réussit à ancrer un film d'action à la française, avec un certain budget quand même, dans un décor naturel, parce que bon, bah, ils ont tourné sur place, etc. Alors, il y a eu des retouches derrière et tout, bien sûr. Et on voit le Montpellier, c'est-à-dire que si vous connaissez les tramways, par exemple, notamment la ligne qui va à Latte, d'ailleurs, ils se prennent des coups de latte, hein, dans cette ligne qui va à Latte, bref, ou le quartier de l'Antigone, qui est magnifique, hein, architecturalement parlant, c'est à la fois moderne et ancien, parce que ça a été créé dans les années 70, enfin, designé, disons, façon Grèce antique et tout. Bref, découvrez cela à travers le film, vous aurez envie de visiter les lieux pour de vrai. Alors, bien sûr, il y a quelques raccourcis, on passe d'un parc au boulevard, bon, c'est un petit peu géographiquement rapide, mais c'est normal, c'est un peu le go-fast du cinéma aussi. On est obligé de jouer avec les lieux et les décors. D'autres films hyper prestigieux l'ont fait un peu maladroitement, notamment Mission Impossible à Paris, hein, je sais plus lequel c'était, je crois que c'était Fallout, hein. Bon bref, bah oui, mais pas grave, c'est du cinéma. On peut pas non plus tout respecter ultimement quand il y a de l'action comme ça qui doit nous passer d'une séquence à une autre, enfin d'une scène à une autre, dans une même séquence plutôt. Et voilà, c'est super bien utilisé, donc la géographie des lieux, ce combat dans le tramway assez extraordinaire, donc c'est là où on a le truel, et ça va rester le truel dans ce match-là, moi j'aime bien l'idée aussi. D'ailleurs, ça joue pas forcément sur les poncifs du on va forcément faire à Miami très vite et tout. Bon, il y a des petites structures comme ça qui se mettent en place vite fait dans le dernier acte, mais ça reste quand même dans la rancœur globale du truc, et c'est bien. Voilà, c'est bien, parce qu'il n'y a pas une finalité non plus très simple, quand on pourrait l'avoir en mode happy end de ce genre de film d'action. Non, chaque acte a sa conséquence, et ça va avoir un impact jusqu'au bout. Donc il y a ça, poursuite, après évidemment, avec l'hélico, le final en feu d'artifice,
au premier et au second sens du terme, j'ai envie de dire. Évidemment, ça prend des tournures assez violentes. D'ailleurs, dès le début, hein, il y a cet accident de camion là et tout. On ne fait pas dans la dentelle. Il y a quelques décès qui vont bien vous impacter la rétine. Et après, bah, c'est de l'actionneur, quoi. Et Alban Lenoir est toujours au top là-dessus. Alors peut-être presque, j'ai envie de dire, indirectement plus en retrait que dans les films précédents. Parce que là, on donne un peu plus de corps au personnage de Nicolas Duvauchel. Forcément, Gérard Lanvin oblige aussi. Il y a le personnage de Yuri, donc Quentin Desnaux, qui est le bras droit un peu gênant du grand chef, qui lui aussi pourrait finalement suivre sa vendetta ou son chemin personnel. Et Stéphie Selma peut-être sous-utilisée, même si quand elle arrive dans l'équation, c'est très très marquant aussi. L'idée donc de reconvoquer le passé, c'est passionnant, parce que ça reste sans trop jouer sur des codes préétablis et sans trop de fanservice dans la digestion globale, c'est très 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 fluide, quoi, voilà. Hein. Mais après, évidemment, on peut toujours trouver les limites à l'histoire, mais en soi, c'est pas grave. C'est pas un film qu'on regarde pour le scénario. Le cinéma va au-delà de ça, et au niveau de l'action, c'est bien rythmé. La mise en scène reste suffisamment organique pour que ça impacte bien. Et bon, évidemment, il y a du numérique et tout, mais c'est pas ultra clipesque, j'ai envie de dire. Et les combats, par exemple, notamment dans le tramway, sont très forts, je trouve. Alors, ça m'a rappelé un petit peu ce qui avait été fait dans Nobody. Je sais plus si c'était dans un bus ou je crois que c'était dans un bus. Mais bon, il y en a eu d'autres, des films qui faisaient des combats ou dans des métros ou des trucs comme ça. Hein. Mais les cascades, surtout. C'est-à-dire qu'on voit le savoir-faire. Ça a été vraiment bien budgété avec des plans de drone et tout. Et tu sens vraiment que ça s'est fait sur place, quoi. Et ça, il fallait oser. Et bon, on peut dire merci Netflix, je pense, d'avoir allongé la thune, hein, désolé du terme, mais bon, est-ce que ce film-là en salle aurait eu le même argent? J'en doute. Mais il serait intéressant maintenant que, grâce par exemple à cette trilogie, on puisse avoir le même genre de cinéma ambitieux français sur grand écran. Finalement, Farang de Xavier Jean, ça avait réussi le truc. Alors, c'était avec moins de cascades, il n'y avait pas de poursuite et tout, mais dans le combat corps à corps, on s'en souvient encore. Bref, Balle perdue 3, je vous dis oui. Voyez-le sur Netflix. Ça mange pas de pain, mais dans le style, c'est hyper efficace. Et oui, disons-le, dans le cinéma français actuel, on n'en a pas beaucoup, hein, des œuvres comme cela. Donc autant en profiter et ne boudons pas notre plaisir, quand bien même on puisse chercher la petite bête et trouver les limites. Mais bon, j'ai pas envie d'être là, en fait. Je vais même pas parler, voilà, du jeu peut-être stéréotypé de Gérard Lanvin et encore. C'est le personnage Big Boss méchant qu'il faut, quoi. Hein, donc après le reste, peu importe. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce troisième volet, comment vous le situez par rapport aux deux autres. Normalement, la trilogie se finit là, mais bon, on sait jamais, il y a toujours potentiellement des ouvertures, vous savez. Hein. Enfin, je pense que là, quand même, peut-être que cette équipe aura envie de passer à autre chose et peut-être à d'autres projets, même si c'est plus ou moins ensemble, avec d'autres histoires et d'autres aventures. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, j'attends vos commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao!